Bon, ben David, Oui, je t'annonce que nous sommes officiellement live sur Facebook. parfait. Donc, écoute, on va se donner peut-être un 2-3 petites minutes, là, le temps que les gens se joignent à nous. Puis par la suite, on va débuter la conférence. Alors, merci à tous d'être là. On est mardi, déjà le 14 juillet, ça passe vite, hein? David, es-tu pas mal occupé ces temps-ci de ton côté? Oui, vraiment. Ouais. Ça n'arrête pas. Depuis tout le COVID, en fait, là, ça a été intense. Il y a juste les voyages qui me manquent profondément. Oui, hein? Profond de moi-même. C'est difficile de ne pas voyager au rythme que j'ai été habitué là, dans les dernières années, surtout. C'était un beau problème dans le temps. Puis là, je réalise la chance que j'avais en étant immobilisé en ce moment. Oui, bon, on ne peut pas dire que tu n'en auras pas profité, hein? Non, ça, c'est clair. Non, j'en ai profité. J'espère continuer de pouvoir en profiter assez bientôt. Puis, Si tu avais un voyage à faire, là, mettons que tu en aurais juste un dernier à faire, tu irais où? dernier à vie, genre. Ouais, à vie, mettons, là. Mettons, je Jase. partirais un gros 10 ans, là, un long voyage. Je pense pas que je pourrais décider, même. C'est tellement une bonne question. On m'a jamais posé cette question-là sous cet angle-là. On me dit toujours, c'est quoi ton pays préféré, mais jamais, genre, ce serait lequel le dernier. Là. Ouais. Mais je te dirais, mettons qu'il n'y aurait pas de COVID, rien, là, je pense que j'irais en Afrique, là, Ah oui? perdu loin. Là. Ouais, c'est vraiment ça que je connais moins. Je connais bien l'Asie, bien l'Europe, bien l'Amérique du Sud, bien l'Amérique centrale. En fait, je connais quand même bien toutes les régions, sauf l'Afrique. Ouais. Fait qu'il faudrait que j'aille me perdre en Afrique. Là. Ça Y serait a-t-il ça. un coin de l'Afrique en particulier où tu irais ou simplement l'Afrique puis tu voyagerais? En fait, un des prochains voyages que je voulais faire, c'était comme Rwanda, Ouganda, Tanzanie, ce coin-là. Yeah. Ça m'attire pas mal. Puis j'ai plusieurs amis qui sont allés dans les dernières années puis qui m'ont dit plein de choses quand même vraiment intrigantes et intéressantes et genre un peu pas ce qu'on pense nécessairement. Là. On a plein Ouais. de Déstabilisant aussi. Hein. on se fait plein d'idées, mais on n'a aucune idée. Là. À part le Rwanda, on connaît juste le mot génocide qui va avec, puis on ne sait rien d'autre de ce pays-là. Fait que toi, c'est facile dans notre tête de faire une association avec danger, guerre, violence, blablabla, mais dans le fond, il paraît qu'aujourd'hui, c'est vraiment un pays nice à visiter. Là. Fait que, puis les autres autour, je pense aussi. Fait que, ce serait Ah ça. ben c'est super intéressant. Et toi? Non. ton dernier, ce serait quoi? De mon côté? Ouais. Écoute, c'est vrai que c'est une grosse question, honnêtement. Là. Écoute, mettons que j'étire un peu la question, là, parce que pour rappeler aux gens, là, on se posait la question de savoir si on avait un dernier voyage à faire, où on irait. Un dernier voyage à vie, on s'entend. Écoute, moi, j'irais vers peut-être un classique, parce que j'adore le sport, j'adore le surf, j'adore les montagnes, la nature aussi, puis la verdure. Puis je pense que je retournerais à Hawaï. OK. Peut-être là, la Polynésie. Là. Mm-hmm. Parce qu'on a tout, là. On a la montagne, on a la Ouais. mer, Le la monde tripe vraiment sur verdure. Hawaï en général. Là. C'est vraiment une des destinations genre que le monde Ouais, fantasme ouais, dessus. Là. ouais, vraiment. Mais ceci étant dit, j'adore l'Europe aussi. Moyen-Orient, je suis allée aussi. Asie aussi. Ouais. Fait que ouais, Ah, c'est dur de choisir. Hein. avoue, c'est impossible. C'est pour ça qu'on commence à voyager, c'est pour essayer de voir un peu les différences. Fait que là, si tu limites à un, t'es comme merde. Genre, le but, c'est de Mais tu voir peux le tricher. Tu peux dire, je fais un voyage, mais je fais 2 stops à travers mon voyage. fait que fait plein de stuff. Ouais. Donc, oui, il y a quelqu'un qui dit l'Écosse aussi, la Turquie, effectivement. Oui. Il y a vraiment. Turquie, malheureusement, ça va pas très bien en ce moment, mais c'est vraiment un beau pays qui était à visiter Oui, là, avant que tous les problèmes politiques arrivent. ouais, exactement. Ben, Les... écoute, merci à tous d'être là. Là, on est rendu à peu près à 170 personnes là, qui sont avec nous en ce moment. Fait que David, on n'est pas tout seul. Non, c'est ça, j'ai l'impression de parler à une personne. C'est mon premier live à vie, donc c'est assez nouveau pour moi, mais Ben, il n'est jamais trop tard pour commencer. ça va bien aller. Donc, on va débuter. Il est déjà 12h03, puis on sait qu'il y a certaines personnes là, qui sont au travail aussi, puis qui font ça sur l'heure du lunch. Donc, on a un Facebook Live. Ça faisait un petit bout de temps déjà qu'on en avait fait.
avec le retour au travail, si on peut dire, là, de notre côté, on a espacé un peu plus les Facebook Live, mais on va tenter d'en faire quand même à tous les mois, puis continuer la tradition. Fait que ce mois-ci, là, en ce 14 juillet, on est avec notre ambassadeur et Gosselin et photographe David Mamande. Fait qu'on a demandé, dans le fond, à David de nous parler un peu de sa photographie, surtout en voyage, parce que David, c'est vraiment, je peux dire, un nomade, right? Presque, presque. Fait qu'il fait énormément de voyages, c'est sûr, jusqu'à tout récemment, là, à cause du COVID et tout. Donc, David va vraiment nous présenter là, un petit peu, va parler autant de matériel technique et tout, puis de ses façons de faire aussi à travers la photographie de voyage. Fait qu'on invite tout le monde, là, si vous avez des questions, à utiliser le chat sur Facebook, à poser vos questions à travers le chat. Puis, de mon côté, là, je vais en sélectionner quelques-uns. C'est sûr qu'on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes vos questions. Par contre, on va tenter de le faire. Puis si jamais David est ouvert après ça, après la présentation, à aller répondre peut-être à quelques questions directement sur notre page Facebook aussi, tu es le bienvenu, David. Super. Donc, je te donne la parole et je m'éclipse. Ben merci. Merci à tous d'être là. D'abord, première expérience de Facebook Live. Je suis bien content. Moi, le titre, ça va être la subtilité de la photographie de voyage. C'est un peu un amalgame de tous les petits trucs, toutes les petites choses auxquelles je pense avant de partir et pendant que je suis en voyage pour essayer de faire les meilleures photos possibles dans les circonstances et avec mes connaissances. Il y a des trucs qui vont être assez de base. Il y a d'autres trucs que peut-être c'est des petites techniques que vous n'avez pas pensé ou des petites affaires qu'un jour, moi-même, j'ai réalisé des années après. Hey, pourquoi je ne fais pas ça? Ah, pourquoi je ne fais pas ça? Soit en parlant avec des gens qui avaient plus d'expérience, soit en regardant une vidéo YouTube, soit en ayant juste une idée. Fait que c'est un amalgame de tout ça. Pour faire une petite intro vite sur moi, ça ne parle pas de moi le live, mais c'est juste pour vous dire que ça fait 5 ans que je fais de la photo à temps plein. Dans divers domaines à Montréal, mais je pense que ce qui m'a démarqué depuis le début, c'était vraiment le fait que je voulais être photographe de voyage et que je poussais ça beaucoup. J'ai commencé ma carrière de photo, ou même mon intérêt en fait, pendant un tour du monde que j'ai fait après mon bac. J'ai eu de la chance de faire 1 an de voyage, donc je me suis beaucoup pratiqué, je me suis bâti un beau portfolio parce que j'ai fait quand même plusieurs pays à ce moment-là. Puis même si c'était mes débuts encore, quand je suis revenu à Montréal, j'avais déjà un petit peu de bagage à montrer, un petit peu d'exemple à montrer aux gens. Fait que souvent, on me demande comment tu commences, surtout en photographie de voyage. Honnêtement, il n'y a pas de secret, il faut voyager pour faire de la photo de voyage, on est d'accord. Donc, il faut commencer quelque part. Puis souvent, on me dit « Ah, mais ça doit être difficile à monétiser. » Effectivement, c'est beaucoup plus abstrait, disons, à monétiser que de la photo de mariage ou d'événementiel ou de portrait studio, que c'est très straightforward. Mais c'est possible. Depuis, j'ai travaillé avec toutes sortes de compagnies que je n'aurais même pas rêvé au départ. Des Loto-Québec, Air Canada de ce monde, des offices de tourisme, par exemple la Tunisie, la Guadeloupe, juste avant le COVID, et d'autres, et plein d'autres. Donc c'est possible. Il faut juste se pratiquer, se bâtir un beau portfolio, puis toujours aller forward. Donc, avant de partir, moi, évidemment, j'ai un équipement, fait que je vais commencer par là, par vous dire avec quoi je pars. Je ne suis pas un photographe qui est très équipé en général. Je ne suis pas très techno, pas très gadget, pas très geek à ce niveau-là. J'ai un équipement qui est un bon équipement. Évidemment, je fais quand même de la photo dans la vie, donc je n'ai pas une T3i, mais je n'ai pas non plus toutes sortes de choses farfelues qui coûtent très, très cher. Donc, ma caméra, pardon, c'est une Canon 6D. Donc, voilà, j'ai une 6D et non une 5D parce qu'elle est un petit peu plus petite, un petit peu plus légère que la 5D. Et personnellement, pour mon œil, il n'y a pas une grande différence. Donc, en voyage, je préfère y aller avec quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus petit. Pour mes lentilles, je voyage toujours avec les 3 mêmes. En fait, c'est mes 3 lentilles. C'est pour commencer 50 mm de base, tout petit. Quasiment incassable, je l'ai échappé plein de fois, elle ne coûte pas très cher, donc en voyage, on se soucie moins évidemment. Puis très bonne pour tout ce qui est portrait, tout ce qui est quand je me promène dans les markets, dans les villes, j'aime beaucoup avoir cette lentille-là, ou de soir, vu qu'elle tombe à f1.8, évidemment, elle me permet de capter plus de lumière, donc c'est une bonne lentille pour le soir et la nuit. Ensuite, sur la caméra, la grosse lentille qui était là, c'est une 16-35.
Ça, j'ai eu la chance d'avoir cette lentille-là avec ma collaboration avec Gosselin. C'était la première fois que je l'essayais, puis je suis en amour avec depuis 1 an et demi maintenant. 16-35, évidemment, donc assez wide à 16 et 35 assez régulier. Le wide en voyage, c'est sûr que ça permet de donner un aspect un peu plus grandiose à tout. Tout a l'air plus vaste, tout a l'air plus grand. Fait qu'en photo de voyage, ça peut être quelque chose qu'on veut et qu'on aime. Ça peut donner de l'ampleur à une petite chute, peut avoir l'air un peu plus grosse. Fait que on peut aller un peu tricher avec ça. Puis aussi, ça nous permet de pas nécessairement avoir de dégagement. Par exemple, dans une ville, des fois, on veut shooter quelque chose qui est de l'autre bord de la rue, mais on ne peut pas se reculer plus. Il y a des buildings, tout ça. Donc, avoir un grand angle, ça permet d'élargir notre vision. Fait que c'est souvent très pratique. Puis, comme elle descend à 2.8, c'est une très bonne lentille, celle-là. Comme elle descend à 2.8, elle permet quand même de faire aussi des photos de soir, tout ça, avec le wide. Peut-être pas de soir, mais en tout cas avec une luminosité plus faible. Puis finalement, j'ai toujours aussi une 24-105 qui est la lentille de base qui vient avec la 6D en général. Pourquoi? Juste pour avoir un petit zoom, c'est-à-dire qu'à 105, je peux quand même aller zoomer un peu, chose qui n'est pas vraie avec la 16-35 ou avec la 50. Fait qu'en voyage, j'ai quand même souvent besoin du zoom. Souvent, justement, on est dans des grands espaces. Des fois, on veut donner de l'espace avec la 16-35, mais des fois, on va aller chercher quelque chose qui est un peu plus loin. Donc, je prends la 24-105 pour ça. C'est assez simple. Ensuite, j'ai toujours un petit trépied, évidemment. Trépied le plus portatif possible. Moi, c'est un Manfrotto. Il se plie moins de 30 cm de long, mais il se déplie quand même assez haut. Fait que c'est bon d'avoir quand même un bon trépied, idéalement petit, évidemment, parce qu'on voyage, mais quand même assez stable, pas trop cheap, parce que j'ai déjà eu des trépieds vraiment cheap où ils sont tout petits, c'est bien beau, mais dès qu'il y a un coup de vent, ça bouge, donc ça défie complètement le besoin d'un trépied. Donc, quelque chose d'assez stable, mais de petit, je vous suggère. Ensuite, j'ai toujours une petite manette comme ça, un intervélomètre, on appelle. Ça remplace un peu le timer de ma caméra quand je suis un peu paresseux d'appuyer puis d'attendre 2 ou 10 secondes à chaque fois. Je me sers de ça uniquement pour les photos de soir ou les photos de chute, par exemple. Donc, dès que c'est sur un trépied, j'utilise la télécommande. Le pourquoi, c'est que ça empêche de toucher la caméra quand on clique. Donc, en mettant un timer, soit dans la caméra ou soit à l'aide de la télécommande, ça fait qu'on ne touche pas à la caméra quand on prend la photo, donc on n'a pas de chance de la faire bouger. Quand on fait une photo de nuit, la caméra, il faut qu'elle soit très, très stable. Fait qu'on la met sur un trépied et tout. Mais si après, moi, j'arrive puis je clique dessus puis je la fais bouger, la caméra, mon trépied n'a servi à rien, la long exposure va être floue, tout ce qu'on vient de faire est annulé, en fait. Donc, soit en mettant un petit timer de 2 secondes dans votre caméra, vous pouvez appuyer, vous attendez 2 secondes, le clic se fait, tu es sûr que la caméra n'a pas bougé. Pareil avec la télécommande, c'est comme un déclencheur à distance dans le fond, donc tu appuies sur la télécommande, mais la caméra ne bouge pas. Donc, ça permet d'avoir des photos sharp même le soir. C'est souvent une petite erreur qu'on fait. On appuie sur la caméra, elle shake un peu, c'est subtil, mais ça fait une différence entre une photo qui est crisp puis une photo qui ne l'est pas. Et finalement, j'ai un petit filtre aussi, donc une espèce de filtre MD comme ça. C'est un fil qui est ajustable, donc je peux ajuster la quantité de lumière qui passe en le tournant comme ça. Je m'en sers très, très peu, honnêtement. Je l'amène parce que c'est pas très gros, ça me prend pas grand-chose. Et je m'en sers uniquement pour des photos de chute en plein soleil. Fait que c'est très spécifique. Mais comme j'aime bien les photos de chute, je me suis acheté un filtre, c'est pas très cher, puis je le garde au cas où. Dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est que en plein soleil, si tu veux faire une longue exposition de chute, donc avoir l'espèce d'effet de l'eau qui coule, qui est velouté un peu, il faut laisser le capteur ouvert. Mais pour ça, il faut qu'il n'y ait pas trop de lumière qui rentre. Si c'est ensoleillé, si c'est en plein soleil, ta photo va être brûlée, elle va être toute blanche. Donc, avec ça, ça permet de faire rentrer un peu moins de lumière, laisser le capteur un peu plus longtemps ouvert et donc obtenir l'espèce d'effet de la chute qui tombe comme on aime. Je vais vous partager quelques petites photos pour vous montrer un peu les exemples de ce que je dis. Est-ce que, David, tu pourrais nous renommer le modèle de trépied puis le filtre que tu utilises? Oui. En fait, le filtre, c'est un ProMaster filter variable ND. Fait que ND, ça veut dire que il est polarisé. Puis variable, ça veut dire que justement, je peux l'ajuster parce que sinon, il y en a, je sais qu'ils ont des kits de plusieurs filtres.
puis que, mettons, ils veulent un peu moins sombre, ils enlèvent le filtre, ils mettent un peu plus sombre. Celui-là, il est ajustable à peu près toutes les ranges de filtres. Fait que c'est vraiment pratique pour voyager. C'est plus facile à garder en un morceau qu'à perdre si tu as 10 filtres. Fait que ça, c'est pour le filtre. Puis pour le trépied, c'est un Manfrotto. Le modèle, c'est une maudite bonne question. Je pense qu'il est dans ma voiture. C'est un petit Manfrotto. Je ne pourrais pas dire le modèle. Je suis désolé. Parfait. Ben, je vais les publier sur le chat, sur la page Facebook de toute façon. Super. Mais il est vraiment cool ce trépied-là parce qu'il se plie vraiment petit, mais il s'ouvre vraiment grand. Ce qui est assez rare. Souvent, quand tu prends les petits trépieds de voyage, ils ne s'ouvrent pas très haut, fait que ça te limite. Ou alors, il se plie, mais il reste très gros, fait que là, ça ne rentre pas dans ton sac à dos ou dans ta valise ou peu importe. Fait que là, celui-là, il est cool. Il y a vraiment un range de très grand à très petit quand il est plié. Fait que je le conseille pour ça. Ensuite, c'est ça, niveau, je voulais juste vous montrer quelques photos. Donc, je vais aller là-dedans. 2 petites secondes. Hop. Donc, si vous voyez ici, ça, c'est une photo que j'ai prise avec le wide angle. Donc, comme je vous disais, je suis quand même assez proche de lui, mais le fait d'avoir un wide, ça allonge la photo, puis on dirait qu'il y a comme plus d'informations. Ça rend la chose plus grandiose. Avec une lentille différente, j'aurais été obligé de cropper un petit peu plus ma photo, puis ça aurait comme perdu un peu l'essence de voir toute cette immensité d'assiette, on va dire. Ça aussi, c'est un autre exemple de photo qui est pris avec le wide. On voit que le palmier, il est croche alors que la maison est droite. Fait que ça, c'est un peu l'effet que le wide crée. Ça fait courber les choses un peu vers le centre. Des fois, c'est souhaitable, des fois, c'est pas souhaitable. Mais dans ce cas-ci, j'aimais bien le fait d'aller pouvoir chercher les palmiers, justement, et garder la maison, chose qui n'aurait pas été possible nécessairement avec une autre lentille moins wide. Ensuite, c'est ça. Maintenant, l'autre chose que je regarde beaucoup une fois que je suis parti, j'ai mis tout ça dans mon sac. Ah oui, le sac lui-même. Désolé de ne pas en avoir parlé. Je n'ai pas de sac de photos. J'en ai jamais eu de ma vie, en fait. J'ai vraiment un petit sac à dos bien normal que j'ai trouvé avec le temps qui était bien approprié pour mes lentilles, mais aussi pour mes caméras, mon équipement, mais aussi pour les choses de la vie que j'ai besoin quand je voyage, la crème solaire, mon laptop, peu importe. Donc, c'est vraiment mon day bag, c'est aussi mon sac à dos de voyage et c'est mon sac à dos de photo à Montréal, mais il n'est pas du tout adapté pour ça. Le pourquoi, très simple, j'aime pas ça avoir un sac à dos de photo parce que ça se voit que j'ai une valeur incroyable sur le dos. Il y a des pays où on s'en fout, mais il y a des pays où il faut quand même porter un peu plus attention à ça. Je trouve qu'avoir un petit sac à dos régulier, c'est passe-partout, ça a l'air normal, j'y tiens moins aussi, on dirait. Puis, il n'y a pas une grosse forme heavy, carré que la plupart des sacs à dos de photos ont. Je sais que maintenant, il y a des marques qui font des beaux sacs à dos de photos, honnêtement. Mais moi, je m'en suis tenu à ça depuis toujours, puis ça marche très bien pour l'instant. Alors, je vous conseille de ne pas avoir un sac à dos trop flashy. Même si c'est un sac à dos de photo, essayez que ce soit subtil, que ce ne soit pas comme écrit low pro en gros, puis tout. Après, quand tu vas dans certains pays, tu ne veux pas qu'on sache que tu as 15 000 $ sur le dos, puis ça monte vite la valeur de l'équipement. Donc, à faire attention selon moi. Ensuite, bon, une fois que je suis parti, j'ai tout ça dans mon sac, j'ai mon sac à dos sur le dos, c'est bon. Une des premières choses que je fais, évidemment, un peu de recherche sur Instagram. J'essaie de trouver un peu les lieux qui m'inspirent, aller voir les endroits les plus iconiques des pays, mais aussi les plus reculés souvent. C'est pour ça que j'aime faire des recherches sur Instagram. Souvent, en tapant top 10 sur Google, tout ça, on trouve des endroits très, très touristiques, très, très populaires, ce qui peut être bien. Dans certains cas, ce n'est pas pour rien que les endroits sont touristiques, souvent parce qu'ils sont beaux. Mais en allant un peu plus loin, en cherchant les hashtags, tout ça, dans des pays, on peut aller trouver des spots que les locaux sont allés, qui sont peut-être moins connus des voyageurs. Puis ça, c'est ce que j'aime faire souvent. Et j'aime souvent même d'ailleurs contacter des locaux dans les pays où je vais pour essayer d'avoir un tour de quelqu'un qui connaît les lieux mieux que moi et qui pourra peut-être m'emmener dans des endroits que les photos que Google ou que personne ne m'avait dit d'aller. Dans cette recherche-là, je regarde aussi souvent les heures de la journée. Dépendamment de où je veux aller, je vais regarder si le soleil, par exemple, il se lève où je veux ou il se couche où je veux. Est-ce que la lumière va frapper la chute à midi?
à 15 heures, à 19 heures. Fait que de savoir un peu comment la journée se déroule à l'endroit, ça peut nous aider à arriver au bon moment pour avoir le style qu'on recherche. Si moi, je veux une photo très orangée, très couchée de soleil, ben, j'ai le matin ou le soir pour la faire. Mais des fois, c'est le matin ou le soir en général. Donc, il faut bien se renseigner sur est-ce que je vois le soleil qui apparaît, est-ce que je vois le soleil qui descend à cet endroit-là, etc. Pareil pour les chutes, je vous disais tantôt, j'utilise le filtre juste dans les conditions où le soleil frappe directement une chute. Là, dans ce cas-là, je suis obligé de mettre un filtre. Mais je peux m'informer, savoir à quelle heure le soleil frappe la chute ou il ne la frappe pas, etc. Fait que comme ça va m'aider. Les heures de la journée aussi, c'est important. J'ai une bonne histoire au Nicaragua que je vais m'en souvenir toute ma vie. J'ai fait un hike d'une couple d'heures, un bon 3-4 heures, pour aller voir une chute à Ometepe, au Nicaragua. Et puis, quand je suis arrivé, après une bonne ride, il y avait un filet de bave, alors que c'était supposé être une grosse chute bien intense, bien active. Fait que là, je me suis dit, ah ouais, hein, c'est la saison sèche, je n'avais pas pensé à ça. Fait qu'un petit détail, regardez la saison des endroits où vous voyagez. C'est bête, mais en fonction de la saison sèche, l'hiver, l'été, ci, ça, au fil de l'année, les décors, ils changent. Puis il y a des endroits qui sont plus propices à visiter l'hiver, d'autres l'été, d'autres en saison chaude, d'autres en saison plus fraîche. Fait que vous renseignez un peu sur l'endroit où vous allez. Moi, ça fait partie de ce que je fais très souvent. Puis je pense que c'est une des choses qui fait que je vais plus loin dans mon exploration une fois sur place, c'est que j'ai fait un petit peu de recherche auparavant. Ensuite, un autre point, dites-moi, ben en fait, vous ne pouvez pas me dire, mais j'espère que je ne parle pas trop vite. Je suis un peu excité, j'enchaîne les sujets. Je vais me calmer. Donc, je voulais parler ensuite de l'ouverture. Avant tout, quelques petites photos peut-être pour... Ah, je suis déjà en partage d'écran en plus. Wow, OK. Fait que je vais vous montrer une photo qui est prise le matin. Donc, vous voyez, ça, je ne pourrais pas recréer ça si on n'était pas le matin. La petite brume qui est là, etc., c'est typique de 6, 7, 8 heures du matin maximum. Dès qu'il y a un peu trop de soleil, un peu trop de chaleur, cette brume-là disparaît. Donc, ça, c'est aussi une des choses à regarder. Si on veut quelque chose de plus moody, tout ça, souvent sortir le matin avec la petite brume, c'est une vraiment bonne idée. Je vous montre un autre exemple. Ça, c'est à Bali. La petite brume dans les arbres, là, moi, je trouve qu'elle donne beaucoup d'effet à cette photo-là. Puis, si je m'étais levé 2-3 heures plus tard, j'aurais perdu tout cet effet-là, ça, c'est certain. Ensuite, coucher de soleil, j'ai pris des exemples. Cette photo-là, dans une luminosité normale, je pense qu'elle serait beaucoup plus simple, elle serait beaucoup moins attrayante. Là, le fait d'avoir un coucher de soleil au loin, ça donne des tons de couleurs un peu plus uniques, un peu différents. Fait que ça ajoute quelque chose à la photo. Pareil, ici, je trouve que le monsieur dans le champ aurait été beaucoup moins le fun à regarder s'il n'y avait pas ce soleil-là au loin qui se couche, l'espèce de réflexion dans l'eau. Ça ajoute beaucoup à la photo, je pense. Donc, de vraiment regarder les moments de la journée, ça peut être bien important. On a une question de Rénal Bisson, David, sur le chat. Oui. Il voudrait savoir, dans le fond, quel logiciel de traitement photo tu utilises. Oui, classique Lightroom. Lightroom. Honnêtement, je n'en connais pas d'autres qui fait aussi bien la job. C'est le plus utilisé. C'est celui que je connais très bien. Puis honnêtement, tu peux tout faire avec Lightroom. C'est très rare que je vais dans Photoshop. Surtout en photo de voyage, là, dans mes autres types de photos plus commerciales à Montréal, tout ça, j'utilise Photoshop évidemment. Mais dans la photo de voyage, j'essaie de ne pas utiliser Photoshop. Parfois, je ne vais pas mentir, là, parfois je vais enlever un petit fil électrique ou une petite affaire, mais j'essaie vraiment de composer ma photo comme elle doit être pour ne pas utiliser Photoshop puis vraiment rester dans Lightroom puis jouer avec un peu tous les paramètres. J'espère que ça répond à la question. Yes. Et tantôt, tu parlais que tu n'avais pas de sac à dos. Ouais. Par contre, est-ce que tu utilises quand même des séparateurs? Ben, en fait, ça, c'est mon sac à dos. C'est un sac très, très basique. Puis, dans le fond, ce que j'ai, c'est ça, qui est une pochette de ma première T3i que j'ai acheté, que mon père m'a fait ça fait au moins 8 ans que c'est dans ma vie. Comme vous voyez, ça ne fit pas vraiment une Canon 6D avec une grosse lentille de même.
mais ça protège l'essence de la chose. Fait qu'il y a ça au fond de mon sac, puis j'ai l'espèce de petite pochette qui venait avec pour l'autre lentille, dans le fond. Fait que je mets mes lentilles dans une autre petite pochette. Puis c'est comme ça que je protège mes affaires. Je suis quelqu'un qui fait quand même très attention à ces trucs dans la vie, là, fait que j'ai pas trop de problèmes. Si vous êtes un peu tête en l'air ou que vous scratchez tout ou que vous perdez tout, je vous conseille d'avoir un sac photo bien compartimenté, bien organisé. Ça va sûrement vous sauver des problèmes, mais moi, personnellement, je m'en sors bien avec ça parce que je suis organisé à d'autres niveaux, je pense. Fait que c'est ça. Mais c'est un conseil, comme si vous avez un sac compartimenté, prenez-en juste un qui n'est pas trop gros, puis qui va, de un, pas vous causer des maux de dos juste par le fait que le sac est lourd, puis de deux, mais pas attirer l'attention sur vous. Donc, j'avais parlé de l'ouverture. Donc, le F, le paramètre F, j'espère que vous connaissez ce paramètre-là de base dans votre caméra, c'est la profondeur de champ dans le fond. Donc, en photo de voyage, souvent, ce qu'on veut, c'est une assez longue profondeur de champ pour que presque la totalité de la photo soit sharp. On ne veut pas que, mettons, clair, mais que le fond, par exemple, soit flou. Si je vous montre cette photo-là, c'est un bon exemple. Vous voyez que le volcan du fond n'est pas flou, la personne n'est pas floue, les toits ne sont pas flous, les nuages non plus. Fait que toute la photo est assez sharp. Souvent, en voyage, on veut quelque chose comme ça. À l'inverse, dans cette photo-là, j'aurais pu aussi faire quelque chose qui est un peu plus un style portrait de voyage. Fait que j'aurais pu focuser sur la personne, puis rendre tout le reste flou. Ça aurait donné un autre style de photo de voyage complètement qui mixe un peu le portrait et le voyage. C'est deux styles que j'aime faire, honnêtement. Je vais y revenir plus tard. Je vais vous montrer des exemples de portraits dans des décors. Mais pour la plupart de mes photos de voyage, j'aime que la profondeur de champ soit longue. Par exemple, si je prends ici, on voit que le bas de la flaque est un tout petit peu flou. Les premières roches le sont. C'est un peu normal parce que c'est très proche de moi comparé aux gens. Mais après, à l'infini, on voit que c'est sharp. Par exemple, les humains sont sharp, les oiseaux qui volent à gauche sont sharp. Puis si on regarde à droite, la roche, elle est sharp jusque dans le fond. Là. Fait que la photo, elle a l'air quand même pas trop floue, malgré qu'il y a un petit flou d'avant-plan dans le bas de la photo. Fait que ça, souvent, j'essaie de faire ça. Fait que mettre un F élevé, ça ne veut pas dire 22 non plus, là, parce que sinon, il fait tout noir. Mais disons, en haut de 7, 8 jusqu'à 12, 13, 14 et même 20 au besoin, on a vraiment une profondeur de champ qui va être pas mal sharp sur toute la longueur si on ne focus pas sur un sujet qui est au milieu de tout ça. Fait que si je focus, par exemple, sur la fille ici, ben là, ça se pourrait que j'obtienne un flou si je descends mon F. Ça peut être souhaitable, pas souhaitable, c'est à vous de déterminer le style que vous voulez, mais juste bien faire attention au F, parce que des fois, on se met devant une vue, disons, moi, je me mets en haut d'un volcan, puis je veux voir l'immensité de la chose, mais si je prends une photo à f2.8, par exemple, ben, l'immensité de la chose risque d'être assez floue et une petite portion qui va être pas floue. C'est pas ça que je recherche, je veux qu'on voit vraiment le paysage complet, je veux qu'on voit toutes les subtilités, toutes les petits bouts d'herbe, les petites roches, les petits ci, les petits ça, tous les petits détails, on veut qu'ils soient sharp, dans mon cas en tout cas. Ensuite, les filtres. Ça, c'est, tantôt, je vous ai montré le petit fil que j'ai. Comme je vous disais, je l'utilise honnêtement juste pour faire des longues exposures de chute. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de l'emploi pour diminuer les reflets dans l'eau ou des nuages. Fait que souvent, si on shoot avec un filtre, mettons, je reprends cette photo-ci. Je ne l'ai pas fait avec un filtre. Moi, je n'ai jamais utilisé un filtre pour autre chose qu'une chute, honnêtement. Mais par exemple, cette photo-ci, si j'avais utilisé un filtre, on aurait peut-être fait ressortir encore plus les nuages ou encore moins de reflets dans l'eau. Ça peut être quelque chose qui est souhaitable. Aussi, je sais que les gens utilisent des filtres des fois dans des endroits très touristiques. Ils se mettent devant avec un trépied, puis ils laissent un long exposure en plein jour, puis ça fait disparaître les gens qui marchent. Parce qu'évidemment, chaque personne qui marche crée un petit flou, mais si tu laisses ça ouvert très, très longtemps, ben, les gens ils deviennent négligeables par rapport à, par exemple, le building qui ne bouge pas. Donc, ça fait un peu disparaître les gens de l'escalier, par exemple. Je vais prendre mettons que j'ai un building avec un escalier. Bien, il y a des gens qui montent, qui descendent, mais le building, lui, ne bouge pas. Si je fais une longue exposure, les gens qui montent, qui descendent, ils finissent par disparaître.
parce qu'ils ne sont pas vraiment importants en temps d'exposition qui sont là. Puis le building, lui, vu qu'il est là tout le long, ben lui, il reste bien. Ça fait comme disparaître les gens. J'ai jamais essayé, là, je vous transmets le petit savoir que j'ai par rapport à ça. Si je suis dans le champ, vous pouvez me le dire, mais je sais que des gens le font comme ça. Ensuite, le trépied. Pourquoi amener un trépied? C'est gros, c'est lourd, en voyage, on se dit pourquoi. Au début, je voyageais sans trépied, je me disais, oh, si j'ai à utiliser un trépied, ben, ce sera une photo que je ne ferai pas, puis je profiterai pour mes yeux, c'est pas grave. Mais au fil du temps, j'ai réalisé qu'il y a deux choses que j'aimais beaucoup faire, des photos de chute, comme je l'ai répété quelques fois, et des photos de nuit. Il y a beaucoup de différents effets naturels qui se créent la nuit, par exemple, aurore boréale, des éclairs, des ciels étoilés, un volcan en éruption. Donc, je vais vous montrer quelques photos où j'ai utilisé un trépied, justement. Donc, ça, c'est un éclair que j'ai pris à Puerto Vallarta. Évidemment, sans trépied, c'est une photo qui est impossible. Avec le trépied et un petit télécommande pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ne pas bouger la caméra au moment de la prise. Ça, j'ai fait un long exposure dans le fond. Je l'ai laissé assez longtemps. Puis dès que j'ai vu l'éclair, je savais que c'était suffisant comme lumière pour me créer la photo que je voulais. Fait que j'ai arrêté mon long exposure dès que l'éclair a pété dans le fond. C'était la première fois que j'essayais de faire une photo d'éclair. Elle a bien marché. J'ai jamais réessayé depuis. Fait que je sais pas si c'était de la chance ou si c'était de la bonne technique. Mais dans tous les cas, celle-là, j'étais content quand elle a sorti. C'est peut-être un mélange des deux, David. Sûrement un mélange des deux. Sûrement un mélange. Mais la chance, j'ai quand même passé un bon 2 heures sur la plage tout seul. Là. Fait Ouais. annuler le facteur chance. La chance, comme on dit. Mais j'ai créé ma chance, je pense. Ensuite, ici, c'est un autre usage de trépied. Donc, comme l'aspect de chute que je vous parle un petit peu depuis le début, c'est celui-là. Donc, ça, vous voyez, la chute était bien exposée au soleil. Sans filtre, impossible que j'aurais pu prendre cette photo. J'aurais obtenu quelque chose de tout blanc. Et sans trépied, ben, même chose, j'aurais pas pu créer l'effet de long exposure que je veux. Donc là, en fait, c'est le meilleur exemple de trépied, c'est que c'est carrément moi dans la photo, puis c'est moi qui prends la photo. Donc, c'est le meilleur usage d'un trépied possible. Ça me sert à me prendre en photo, ça sert à être stable et ça sert à faire l'effet de chute que je voulais. Ensuite, un autre exemple de trépied, ce volcan-là, je pense que c'est une de mes photos préférées à vie. Encore une fois, impossible sans trépied. C'est un long exposure. Un peu comme l'éclair, j'ai fait la même technique. Fait que quand le volcan est entré en éruption, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté mon long exposure. Fait que je l'ai comme manuellement arrêté. Puis ça aussi, ça a pris quelques explosions. J'ai été chanceux que ce ne soit pas juste une seule, mais je pense qu'à la 2/3e, j'ai réussi à prendre cette photo-là. Fait que j'ai eu 2-3 tests. Encore une fois, trépied, longue exposition et timer pour ne pas que ça bouge du tout. Et un dernier petit exemple, parce que je vous parle de phénomènes naturels de nuit, la classique aurore boréale. Fait que ça aussi, pareil, les mêmes techniques un peu qui sont employées, mais juste dans un différent décor. Est-ce que tu utilises un temps d'exposition similaire, par exemple pour l'éclair versus l'aurore boréale? 100% de l'essai-erreur, honnêtement. C'est vraiment comme, je fais des settings, je prends une photo, je regarde si c'est trop sombre, pas assez sombre, puis je continue, j'essaie différents trucs. La photo de nuit, c'est assez difficile parce que déjà, c'est difficile de focusser quand il fait très nuit. Fait que là, l'autofocus marche très rarement quand il fait très sombre. Fait que là, il faut que tu tournes ta bague un petit peu pour le focus. Là, tu appuies, tu es comme, ah, je pense que c'est un peu flou. Là, tu tournes ta bague un peu plus, tu appuies, ah, ok, c'est un peu mieux. Puis tu essaies de trouver ton focus comme ça. Là, une fois que tu as ton focus, il est manuel, donc il ne bougera plus, tu es correct. Tu mets un F un peu élevé, comme ça, tu t'assures que tu as quand même une belle profondeur de champ. Fait que pas tout est assez peu flou. Comme vous voyez ici, il n'y a pas grand-chose de flou. Les arbres sont crisp, la vanne est crisp. Même les petites branches en avant-plan sont assez crisp aussi. Fait que j'essaie justement d'avoir le moins de flou possible dans mes photos de nuit. Comme ça, je suis assez sûr de capter ce que je veux capter de façon claire. Puis ensuite, c'est vraiment de l'essai-erreur d'essayer de trouver la bonne lumière, d'avoir un petit peu de chance que ça apparaisse au moment où tu as la bonne lumière. Puis combinaison de tout ça fait que ça marche en général, ou pas du tout des fois.
il faut apprendre à tolérer la défaite aussi en photo. Des fois, il faut accepter qu'on ne sera pas capable de prendre ce qu'on a dans la tête ou de prendre ce que nos yeux sont capables de voir, parce que malheureusement, la meilleure caméra, ça reste les yeux. Fait que des fois, il faut juste enjoy avec nos yeux et lâcher la caméra. Ça, c'est un très bon point. C'est impossible. Si on essaie de rendre ce que nos yeux rendent, on n'y arrivera jamais. Mais après, ça se joue à editing aussi. Il ne faut pas penser que la photo de nuit, elle est sortie comme ça, direct. T'sais, dans notre caméra, on voit des trucs, mais après, on peut faire ressortir un peu d'étoiles, un peu de trucs. Toujours dans Lightroom, sans changer la photo dans Photoshop, vraiment juste en jouant un peu avec les détails de base, contraste, luminosité, etc. Tu ne peux pas la dénaturer non plus. Non, c'est ça. Il ne faut pas la dénaturer. Faut pas... Moi, je rajoute pas... Je sais qu'il y en a qui font des compositions Photoshop, puis ça devient un autre art rendu là. Si tu prends un volcan du Guatemala, que tu mets un ciel étoilé de Bali avec une personne qui marche au Canada, ça peut faire une très belle photo, mais c'est plus une photo, c'est un montage, c'est rendu du design graphique quasiment. Puis il y en a qui sont très bons là-dedans. Moi, honnêtement, je pense que je suis pourri parce que j'ai jamais essayé. Fait que je m'en tiens à essayer de capturer ce que je peux, puis quand je peux pas, ben j'abdique, puis je suis bien content d'être là-bas. Puis une dernière question, parce qu'on a Mathieu Grenier qui a demandé peut-être plus par rapport aux photos durant les Golden Hour. Est-ce que tu utilises une application? Par exemple, il mentionnait PhotoPills. De ton côté, qu'est-ce que tu fais pour ces types de photos-là? C'est quoi PhotoPills? Je ne sais même pas. Une application, dans le fond, qui te permet de vraiment jouer avec un peu comme Photoshop. Fait que de jouer vraiment avec le rendu final de la photo. OK. Ah non, vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment, moi, c'est Lightroom only. C'est vraiment, il y a que Lightroom. J'en connais même pas d'autres. Genre, je me suis même pas rendu à essayer de m'informer sur autre chose. Comme je vous dis, je suis pas le plus geek et le plus technique, là. Je suis très voyageur dans mon âme qui tient des caméras puis de l'équipement. Malgré que j'ai un bac en génie mécanique, ce qui est un petit peu... C'est ce que j'allais dire, c'est quand même contradictoire, parce qu'avec la formation... comment ça marche, mais j'aime pas ça m'informer sur plein d'affaires que je sais que ça me sert à rien. Genre, on dirait que je me dis, je suis bien content avec Lightroom, j'ai pas besoin de savoir le reste. C'est comme, pas besoin de savoir que les autres existent même, on dirait. C'est ma mentalité, soyez libre de vous informer le plus possible, sans problème. Mais moi, je vous dirais que personnellement, Lightroom rend justice à tout ce qu'on essaie de faire. Fait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis Photoshop, je m'en sers commercialement, plus pour des photos de gens, de ça, pour aller enlever des petites taches sur la peau, des petites affaires comme ça. Mais c'est ça. Finalement, ben, le timer, j'en ai parlé. Un des trucs importants qui rejoint un peu ce que je viens de dire, des fois, il faut savoir abdiquer, mais à l'inverse, il faut aussi savoir persévérer. Je pense qu'il faut prendre et avoir le temps quand on fait de la photo de voyage. Il faut être dans un mindset de voyage photo. C'est sûr que c'est rare qu'on va arriver à un endroit, prendre un clic, puis bang, c'était la shot. Des fois, ça arrive, tant mieux. Puis après, tu ranges ta caméra, puis tu es bien content, tu as ta belle photo, puis c'est tout. Mais des fois, il faut rester sur place, il faut essayer, il faut escalader des affaires, il faut aller chercher des nouveaux angles, il faut toujours se rendre plus loin. Puis moi, c'est une des choses qui a fait que je suis tombé en amour avec la photo, c'était que j'étais un voyageur avant d'être un photographe, mais on dirait que la soif de prendre des bonnes photos me rendait un meilleur voyageur parce que je me disais, j'allais plus loin quand je faisais un hike, je voulais aller au sommet. Quand je rentrais dans une ville, j'allais checker les petites ruelles, puis ça me faisait arriver ailleurs, puis c'est comme ça que tu découvres, puis tu explores. Fait que je pense qu'il faut être patient, puis il faut être curieux, puis il faut essayer de trouver des angles qui n'est pas le premier angle quand tu arrives en face. Mettons, tu arrives en face de la Tour Eiffel, bon, tu peux prendre la photo de la Tour Eiffel, la classique. Mais après, tu peux aller trouver la rue qui débouche sur le sommet de la Tour Eiffel, puis ci, puis ça. Puis tu vas avoir un angle que peut-être beaucoup moins de gens ou personne n'a pris avant. Puis ça, c'est satisfaisant. C'est d'autant plus satisfaisant que de prendre une bonne shot de la même chose que tout le monde, du même angle que tout le monde. Des fois, dans les endroits touristiques, un peu trop touristiques, justement, c'est ça qui est triste, c'est que c'est très balisé. Donc, tout le monde va, mettons, tu as un viewpoint avec un balcon, ben, tout le monde va prendre la shot du balcon parce que c'est un peu la seule que tu as le droit de prendre sans contrevenir aux règles. Fait que là, après, à toi de voir si ça te tente de sauter de balcon, puis aller descendre, puis aller escalader, chose que j'ai fait infini fois. Mais je ne vous conseille pas d'être illégal non plus, fait que soyez vigilants. Mais c'est sûr que d'aller chercher d'autres façons, d'autres angles,
ça fait partie du processus, puis c'est souvent de là que viennent les meilleures photos. Puis la patience aussi, il y a plusieurs fois où je suis resté des heures et des heures quelque part avec des amis, on prend un café, bref, peu importe, où on se sert, je sais pas moi, une snack bar, une Cliff Bar par exemple. Puis là, tu vois les choses qui changent. Puis c'est intéressant de voir les nuages bouger, de voir la lumière qui descend, puis tu vois la photo qui évolue devant toi. Dans le fond, tu vas la prendre une première fois, puis une heure plus tard, la lumière va être un peu différente, les ombres que ça crée vont bouger, les nuages vont avoir bougé, l'eau va être plus, moins flat, peu importe. Fait que le paysage, il évolue dans le temps. Puis de rester là, puis d'avoir le temps de rester là, puis d'observer, puis d'essayer à différents moments. Moi, c'est une des choses que je préfère personnellement. J'aime pas être rushé, j'aime pas être avec des gens qui me rushent, parce que des fois, il y a des gens qui sont pas dans ton trip photo, qui n'aiment pas la photo ou peu importe, puis il faut savoir respecter ça, mais c'est pas les bonnes personnes pour faire un voyage de photo. Tu sais. Fait que se mettre dans la bonne disposition, d'avoir le temps, de prendre le temps, c'est vraiment le meilleur moyen en général de faire. La plupart des photos que je vous ai montrées, je suis pas arrivé sur place, j'ai pris un clic puis je suis parti. Tu sais, je suis arrivé sur place, j'ai essayé des trucs, je me suis dit, hey, toi, va courir là-bas, ah non, ça marche pas, ah, si tu faisais ça, ah, si, il y a ça. Puis à un moment donné, ben, je regarde à l'ordi après, en fait. Je ne sais même pas au moment même c'était laquelle ma préférée, dans le fond. C'est rare que je regarde mes propres photos aussi. Quand je les prends, là, souvent, je clique, puis après, je range ma caméra, je passe à autre chose, puis une fois chez moi, j'analyse la chose, puis j'essaie d'éditer, puis là, je vois lesquelles ressortent mieux. Puis beaucoup se joue au editing, donc c'est difficile souvent de savoir dans ton petit écran de caméra si tu as fait la bonne affaire ou pas, si elle est parfaitement sharp, tout ça. Donc, d'en prendre beaucoup, et de prendre le temps d'en prendre beaucoup, je pense que c'est un des meilleurs conseils de photos de voyage que je peux vous donner. Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard? Peut-être une question par rapport justement aux autorisations, parce que tantôt tu parlais que dépendamment des endroits, on pouvait ou ne pas pouvoir faire tel type de photos. Est-ce que, peu importe le pays où tu voyages, tu as des autorisations spécifiques à demander ou s'il y a des pays qui sont plus honnêtement, dans des règles comme un peu plus formelles? Ouais, ben non, souvent c'est assez clair quand tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Il y a des pays où les parcs nationaux, c'est free for all, là, dans le sens qu'il n'y a aucune clôture, c'est à peine s'il y a un escalier pour escalader, ils vont te dire passe par les roches. Fait qu'il y en a où c'est pas du tout aménagé pour les touristes. Dans ces cas-là, bah, sky's the limit, va-t'en où tu veux puis trouve ton chemin. Dans d'autres endroits, par exemple au Québec, je sais que la plupart des parcs nationaux sont quand même assez balisés. C'est rare que tu puisses vraiment sortir des sentiers battus, par exemple dans les fjords du Saguenay, tout ça, ou même c'est quoi le parc, là, des Grands Jardins, tout ça. Tu restes pas mal sur ton petit sentier, puis c'est sûr que tu peux aller à gauche, à droite, essayer de sortir un peu, mais c'est assez fait pour pas que tu sortes, parce que aussi, parfois, c'est dangereux. Là, tu veux pas te ramasser devant un cliff, puis tu glisses, puis tu tombes parce que tu as sauté une clôture qui était clairement là pour te protéger. Fait faut être intelligent, faire attention, mais niveau autorisation, proprement dit, j'ai à peu près jamais eu besoin ou droit à une autorisation, sauf quand c'est des contrats avec les offices du tourisme, puis là, ça prend 4 heures d'inspection à l'aéroport. Mais ça, c'est parce qu'il était considéré comme un média. Fait que là, média, pour certains pays, veut quasiment dire espion. Là. Fait que là, dans ces cas-là, ça peut être compliqué. Puis si tu n'as pas les autorisations requises, ils ne te laisseront même pas sortir de l'aéroport. Fait que, avec tout l'équipement. Mettons, ça m'est arrivé en Tunisie récemment. Je pense qu'on a passé 3 heures. Ils m'ont demandé de tout lister mon équipement jusqu'à chaque carte SD que je possédais, puis tout. Ça a été estampé par au moins 10 personnes dans l'aéroport, puis ci, puis ça. Fait que là, je les ai eu, les autorisations. Là. Mais sinon, en général, allez-y juste avec votre feeling de ne pas être trop casse-cou ni trop illégal, mais juste la fine ligne entre les deux. Parce que des fois, la meilleure photo est derrière la clôture, puis il faut la sauter. Puis au niveau des sujets que tu photographies, est-ce que tu leur demandes une autorisation? Par exemple, on parlait récemment avec Mathieu Dupuis. Ouais. Puis il y a une façon de faire qui lui est propre. Toi, as-tu une manière de fonctionner systématiquement? Là? C'est une bonne question. Souvent, évidemment, c'est des gens avec qui je voyage que j'essaie de placer comme sujet dans mes photos. Je voyage avec eux un peu pour ça, dans le fond. C'est sûr que
mon style de photo inclut souvent quelqu'un dans un paysage, donc j'essaie de faire des voyages pas tout seul, parce que sinon, ça limite un peu ce que moi j'aime créer, c'est-à-dire donner la dimension humaine dans un paysage. Je le fais à l'occasion quand je suis tout seul avec mon trépied, mais il y a des contextes où c'est pas possible. Je ne peux pas laisser mon trépied à 2 km de moi courir au bout d'un sommet, puis quoique je l'ai déjà fait plein de fois. Mais bref, je le fais plus. J'essaie de voyager avec des partenaires de voyage, mais sinon, quand je demande, par exemple, à des locaux, c'est sûr que souvent, j'essaie de demander, quand on voit leur visage, là, après, mettons, le monsieur qui est couché, lui, il ne savait sûrement même pas que j'étais là, on ne le voit pas, on ne peut pas le reconnaître. Honnêtement, je n'ai pas demandé. Mais si on voit des visages dans des night markets ou dans les petits marchés locaux que j'adore photographier d'ailleurs, souvent je demande où il y a comme un échange qui se fait. On se regarde, on se sourit, puis il voit que j'ai une caméra, puis ça se fait un peu instinctivement, puis au contraire, tu vois très bien ceux qui ne veulent pas, puis ceux qui ne veulent pas, ben, prends-les pas, puis respecte leur bulle aussi. Ça m'est déjà arrivé en Bolivie, à un moment donné, je marchais, j'avais juste ma caméra dans les mains, même pas pointée à quelqu'un ou quoi que ce soit. Puis il y a une madame, j'ai juste regardé, puis instantanément, elle s'est mis un sac de plastique sur la tête. J'étais comme, OK. Oui, ta réponse. Ma caméra était à côté de ma cuisse, là, genre vraiment en train de marcher. Là. J'avais pas l'arme pointée. Là. Puis non, ça passait pas son test. Fait que, ben, tu comprends le message des gens. En général, les gens, ça va assez avec les cultures. Je te dirais qu'en général, c'est par pays. Il y a des pays où c'est oui, des pays où c'est non. Puis la plupart, c'est oui. La plupart, les gens sont très souriants, très contents, très heureux. Puis la Bolivie, c'est un des exemples où les gens étaient très, très réticents, j'ai trouvé, à se faire prendre en photo. Dans les souks du Maroc aussi, les gens sont un peu plus réticents à ça. Fait que bref, il faut saisir l'endroit où on est, il faut prendre le pouls de l'endroit, puis juste respecter tout le monde là-dedans. Ça répond à la question? Oui, merci. Puis d'ailleurs, ben, pour parler justement des sujets, un dernier aspect que j'aime bien, qui allie, comme je disais tantôt, la photo de voyage et la photo de paysage, c'est des photos comme celle-ci, où on a un sujet qui est sharp, ça va loader deux petites secondes, donc on a un sujet qui est sharp ensemble, puis le reste est un petit peu sharp, mais flou en bas et flou dans le fond. Sauf qu'on comprend quand même très bien la grandiosité de la chose. J'aime ce mix-là. C'est comme une photo portrait et une photo paysage en même temps. Portrait parce que tu as un certain effet de flou, le sujet se détache quand même, mais c'est pas close-up, portrait, disons, comme en studio là, ou en truc corpo. Et tu as l'aspect du voyage, dans le sens qu'on comprend bien le décor, on voit bien les couleurs, on voit bien que la chute est très grande et tout. Mais pourtant, le focus n'est pas sur le voyage, pas sur le voyage, pardon, mais sur le décor, sur le paysage lui-même. Fait que j'aime bien cette espèce de mix entre les deux. Un autre exemple comme ça, c'est celui-là. Fait qu'on voit encore une personne, elle se détache un petit peu du fond parce que le fond est un peu flou, mais il n'est pas assez flou pour qu'on le perde complètement. On comprend quand même bien qu'on est dans un autre pays, que c'est tropical, qu'elle est sur un toit. Fait qu'on comprend son vibe de voyage, mais avec elle dedans. Puis, c'est pas obligé d'être avec des gens. Ça, c'est un autre exemple. Même genre, c'est-à-dire que c'est focus. Là, le fond est quand même beaucoup plus flou que dans les autres, mais on comprend quand même que c'est une forêt, que c'est l'automne, qu'il y a un petit lac en bas parce qu'on voit l'espèce de réflexion. Fait qu'on comprend quand même le décor, même si c'est pas le centre de la photo, disons. Fait que j'aime bien aussi mixer ça. Ça permet de donner une peu de variante dans nos photos. Fait que tu prends le décor plein, après tu as l'option de mettre quelqu'un petit dans ton décor, puis après tu as l'option de mettre quelqu'un ou quelque chose ou une action comme les tasses, plus proche dans le décor, un peu plus focus là-dessus, mais qui donne quand même l'aspect de on est quelque part de grandiose. Parce que des fois, si tu vas trop portrait ou trop close-up ou trop flou, ça pourrait être n'importe quoi derrière qu'on ne le saurait plus. T'sais. Fait que là, on comprend quand même que c'est un beau paysage. Et pour finir, donc, juste à l'ordinateur ensuite, quand même, on en a parlé un petit peu et tout, mais je voulais quand même donner 2-3 petits conseils vraiment basiques. Si vous êtes déjà photographe, vous savez très bien
à quel point on est allergique en tant que photographe à ces choses-là. Par exemple, une photo pas droite. Moi, une photo pas droite, l'ingénieur en moi, il capote. Là. Je pense qu'il y a de la fumée qui sort de mes oreilles. Fait que si tu as un horizon, bon, c'est assez simple. Quand l'horizon il est très visible, mets-le droit. Des fois, il y a des angles où il y a des perspectives où c'est un peu plus dur de saisir qu'est-ce qui est la ligne directrice à suivre pour être sûr de bien mettre sa photo droite. C'est du cas par cas, mais vraiment juste assurez-vous de mettre vos photos droites. Je pense qu'il n'y a personne au monde qui aime ça, une photo croche. Sauf si elle est délibérément croche, mais là, elle est très croche, puis c'est artistique, puis c'est une autre histoire. Mais sinon, juste un petit peu croche, ça fait juste donner une espèce de distorsion dans l'œil qui est comme, c'est pas agréable. Un autre petit truc, selon moi, moi j'aime bien les photos colorées, vous avez vu quand même mon style, mais c'est souvent, il y a une ou deux couleurs qui prédominent, et le reste, au contraire, je les tamise pour ne pas avoir une photo qui est complètement sursaturée. Ça, c'est souvent, je regarde mes très, très vieilles photos, mes premières photos prises avec une GoPro ou un iPhone, avant même de vouloir être photographe ou whatever. Puis je saturais ça, là, comme ça n'a pas de bon sens. Puis ça donne, de un effet fake. De un, on le sait que les couleurs, elles ne sont pas toutes de même. Puis de deux, c'est comme, c'est too much. Il faut, si on choisit que le vert pop, par exemple, je ne sais pas moi, je prends cette photo-là. Bon, ben le bleu, il pop, parfait. Puis, il n'y a que le bleu. Le reste, c'est noir. C'est un jeu de contraste. Ici, disons, si j'ai fait ressortir le orange, par exemple, on va attendre que ça load. Ici, j'ai fait ressortir le orange, mais j'ai quand même désaturé un peu le vert pour pas que ce soit too much non plus. Ou que le jaune, je l'ai mis un peu orangé. C'est comme, c'est coloré, mais c'est pas trop flash. Ça n'a pas l'air irréaliste non plus. Genre. Fait que ça, c'est un de mes trucs. Pas trop sursaturé. Peut-être choisir une ou deux couleurs que vous voulez faire ressortir, les saturer un peu plus sans problème, mais après, désaturer ou atténuer le reste pour que la couleur elle sorte de un, mais pour pas que ce soit juste too much information. Un des trucs, en général, là, je vous parle d'editing un peu, c'est sûr que chacun a son style, puis une des choses les plus dures dans l'évolution en tant que photographe, c'est de se trouver un style, de faire évoluer ce style-là, puis au final, de se faire reconnaître pour ce style-là, qui est comme la troisième étape. Fait au début, on essaie plein d'affaires, puis avec le temps, on évolue aussi. Moi, je n'édite pas mes photos du tout pareil que quand j'ai commencé, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 1 an, qu'aujourd'hui. Puis souvent, je reviens sur des vieilles photos, j'essaie de les retoucher un peu, ça marche ou ça marche pas, ou j'essaie de les mettre à mon goût du jour. Puis je fais ressortir des trucs, je suis comme, pourquoi j'avais pas fait ça la première fois? Ou pourquoi si, tu sais, j'apprends des techniques aussi au fur et à mesure du temps qui me permettent d'éditer de mieux en mieux, puis de rendre des photos que je pouvais penser plates ou pas éditables dans le temps, d'être capable de les éditer aujourd'hui. Fait que c'est vraiment de s'améliorer là-dedans, puis d'essayer de se trouver un style, puis d'essayer de stick to it. Mais après, c'est correct aussi d'avoir différents styles. Tu sais, moi, j'adore, pour mes photos de voyage, j'édite d'une certaine façon. Mais par exemple, si j'ai un décor moody, puis que moi, j'ai un style coloré, mais je comprends aussi que moody, ça ne se prête pas à colorer. Fait que là, je vais aller juste plus jouer dans des jeux de contraste, tout ça. Fait que ça dépend vraiment de ce que vous faites comme photo. Ça dépend un peu du sujet. Ça dépend un peu du moment de la journée, de la couleur que le soleil vous fait, ou est-ce qu'il fait soleil ou pas. Puis ça décide un peu de votre style de départ. Puis après, c'est comment vous éditez, vous, qui va comme accentuer ce style-là. Puis il n'y a rien de plus satisfaisant, honnêtement, qu'à terme, quand on te dit hey, j'ai reconnu ta photo, je ne savais même pas que c'était toi, mais je sais que c'était toi. Parce que j'ai reconnu ton style, je sais que tu mets tes bleus de même, ou ci ou ça. Puis ça, c'est quand même satisfaisant en tant que photographe. Si ça vous est déjà arrivé, vous le savez. Puis, développer vraiment une signature, un peu comme un peintre aussi va développer une technique. Ça. Exact. Puis ce que j'aime d'Instagram, par exemple, comme plateforme pour les photographes, justement, c'est que le feed d'Instagram, c'est un peu ça, tu sais, tu vois dans un clin d'œil de feed, si le feed est uniforme, tu sais que ça, c'est le style de la personne. Après, si toutes les photos sont pêle-mêle, elles ne fitent pas ensemble, ben là, tu ne sais pas trop c'est quoi son style, puis c'est correct. Mais quand c'est uniforme, tu sais que, OK, lui, il prend souvent ses photos au coucher de soleil, puis il édite les noirs très noirs. Lui, il prend souvent ses photos en plein soleil, puis il édite ses noirs très mat. T'sais. Fait puis tu peux comme voir comme ça, analyser un peu le style des gens sur Instagram en regardant l'uniformité du feed, comment les photos s'agencent ensemble. Là. Puis je trouve que c'est un bon exercice à faire pour se pratiquer nous-mêmes à se développer un style. C'est essayer de regrouper vos photos
les mettre côte à côte puis être comme pourquoi toutes mes bleus sont différents? Sur mes 18 photos, mettons, j'ai 18 bleus différents. Est-ce que tu veux ça ou est-ce que tu aimerais que ce soit 18 fois le même bleu dans ton ciel, par exemple? Puis que là, justement, c'est comme ça que tu vas peut-être fine-tune chacune pour essayer qu'elle se ressemble au centre. Puis là, ben, tu vas déterminer que c'est ton style, par exemple. Est-ce que ta technique, parce que tu dis que tu as évolué dans ton style, mais est-ce que le temps que tu attribues aussi justement à l'édition de ces photos-là, lui aussi a évolué? Fait que par exemple, au début, est-ce que tu dis OK, ça me prend je dis n'importe quoi, là, 5 heures pour éditer une photo. Maintenant, est-ce que tu dis je passe moins de temps, je suis plus efficace dans mon traitement? Comment tu as évolué là-dedans? C'est sûr que je passe moins de temps qu'au départ, je pense. Mais j'ai aussi appris beaucoup de choses au fil du temps. Juste en travaillant avec toutes sortes de gens dans l'industrie qui m'ont appris des fois des petits détails dans Lightroom ou des petites fonctions que je ne connaissais pas. Puis comme je vous dis, je ne suis pas très geek, fait que je ne regarde pas de tutoriel, tout ça. Moi, j'absorbe ce qu'on me dit, puis je le mets en pratique, puis je m'améliore tout seul après, disons, avec l'information que j'ai captée. Fait que c'est des gens qui m'ont montré des fois des petites affaires qui m'ont permis d'évoluer dans Lightroom, donc d'évoluer dans mon editing. Puis de penser que j'étais capable de faire ça au début, c'est complètement faux. Il y a des photos que, au début, je les prenais, j'éditais un petit peu, luminosité, contraste, toutes les bases que tu peux même faire sur un téléphone, dans le fond. Fait que là, moi, je pensais que ça, c'était ma photo finale obligée. Si les verts, ils sont verts, ben, ils sont verts. Mais aujourd'hui, ça me tente que les verts deviennent jaunes. Ben, je peux les rendre plus jaunâtres, puis donc donner un style plus vintage. Fait que je pense qu'avec la pratique, puis aussi ma pratique commerciale d'avoir fait des shoots pour une infinité de clients qui ont tous des demandes ou des besoins différents, ça fait que tu dois être versatile. Moi, j'ai mon style pour ce que j'aime personnellement, mes photos de voyage, mais après, un client corpo, peu importe, un client qui me dit, moi, je veux que mes photos, ce soit un feed assez blanc, ben, je ne vais pas éditer pareil. L'autre, il veut ça plus vintage, l'autre, il veut ça très coloré, l'autre, il veut ça. Fait que ça m'a permis de pratiquer un peu tous les styles en fonction d'un peu des yeux de mes clients respectifs. Puis comme ça, maintenant, je pense que je suis capable de vraiment faire une panoplie de styles que je n'étais pas du tout capable de faire avant. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a aidé. Le feedback des autres, puis les besoins différents de toutes les entreprises pour qui je travaille, ben ça fait que je dois être très adaptable, puis que mon œil doit trouver ça un peu beau dans leur œil à chaque fois. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, pas pour le moment. Il nous reste un petit 5 minutes pour conclure. Donc, vas-y. Si tu as d'autres choses, d'autres informations à nous transmettre, c'est le temps. Je voulais juste préciser une chose. Si jamais vous avez d'autres questions, c'est mon Instagram. Là. Vous pouvez m'écrire en tout temps. Je réponds à tous mes messages. Fait que vous pouvez me DM vos questions, vos interrogations, que ce soit par rapport à la photo ou par rapport à des voyages ou à des destinations ou à des pays. J'ai quand même fait mon lot de pays dans ma vie, fait que je pense que je pourrais peut-être vous donner des endroits le fun ou peu importe. Fait que soyez très ouverts à m'écrire en tout temps, ça me fait toujours plaisir d'aider en photo ou en voyage, qui que ce soit. Sinon, est-ce que j'ai d'autres choses à dire photo-wise? Écoute, sinon, si tu peux juste nous renommer, je sais que tu l'as dit d'emblée là, au début de la présentation, mais si tu peux juste nous redire c'est quel lentille que tu utilises, quel boîtier, les modèles et tout, parce qu'on a eu cette question-là aussi là, il y a quelques minutes. OK, parfait. Donc, j'utilise Canon 6D comme boîtier. Pardon. Ça, c'est une 16-35 mm qui est dessus, que j'utilise beaucoup en voyage pour donner l'effet wide. Ensuite, pourquoi 6D? Parce que c'est un full frame, mais il est un peu plus petit et un peu moins cher aussi, mais surtout plus petit et plus léger que la 5D pour, selon moi, une différence de qualité négligeable. En tout cas, j'ai jamais eu de 5D, fait que peut-être que le jour où je vais en avoir une dans les mains, je vais être comme, oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas eu ça plus tôt? Mais je pense que je m'en sors bien avec ma 6D. Ça, c'est une 50 mm, 1.8, lentille à 250 $ neuve, je pense, que tu peux brasser dans tous les sens, puis elle va rester là. F1.8, pourquoi? Comme ça, le soir, j'ai un petit peu plus de latitude qu'avec mes autres lentilles, qui sont 2.8 et F4. Et pour les portraits, excellent pour les portraits, évidemment. Et ensuite, finalement, une 24-105 là, est montée sur ma Sony. Des fois, je voyage avec ma Sony pour filmer, parce que Canon est très mauvais pour la vidéo, la 6D en tout cas.
Et alors que la Sony A7R III, très bonne en vidéo pour les slow-mo, tout ça, très stable. Donc, des fois, je voyage avec pour filmer. Et là-dessus, il y a une 24-105 que je pars en voyage avec ma Canon. 24-105 juste pour avoir un petit zoom. Donc, 105, c'est pas énorme. Là. On est loin d'une 70-200, mais ça me donne quand même un petit range de plus que ma 50 ou que ma 16-35. C'est sûr que si je voyage, mettons, un voyage photo pour un contrat, que j'amène du gros stock et tout, avoir une 70-200, c'est le fun. Là. Ça donne vraiment un autre range de photos possible. Personnellement, j'en ai pas. J'en ai déjà loué à l'occasion, mais j'essaie d'éviter. C'est tellement gros. Moi, j'aime voyager léger, j'aime explorer avec mon petit backpack, puis faire avec ce que j'ai comme équipement. Mais libre à vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aime ça, j'ai l'impression de parler tout seul à un écran, c'est incroyable. Ça fait 1 heure que je parle tout seul. Allô? Oui, je pense qu'on t'a perdu un petit 5-10 secondes. OK. Est-ce que vous aviez fini mon explication de vidéo 24-105, tout ça? Moi, j'ai manqué la fin, mais on a compris le principal. C'est bon. C'est ça qui compte. Comme je l'ai dit, de toute façon, si vous avez raté des affaires, vous êtes arrivé après ou peu importe, posez-moi toutes vos questions sur Instagram ou sur la page de Gosselin. Je vais aussi prendre le temps de répondre s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu oralement. Oui, ce serait bon de mentionner aussi que la présentation elle va rester aussi sur la page Facebook de Gosselin. Donc, si vous voulez la réécouter, si vous voulez réécouter David aussi, vous pourrez le faire là, à tout moment aussi. Ben David, écoute, merci beaucoup. Il est déjà 13 heures, ça a passé comme un coup de vent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines semaines? Juste une coupe de frontières qui réouvre, ça ferait pas de mal. Mais, sinon, un voyage au Canada, là, je pense que c'est l'occasion de visiter le Québec, le Canada. Ça fait des mois que je me dis c'est l'occasion de, puis je suis tellement occupé à Montréal que j'ai fini par pas bouger 1 seconde de Montréal encore. Mais j'espère que fin juillet, mois d'août, ça va être l'occasion d'aller peut-être en Gaspésie, peut-être en Alberta, idéalement, retourner en Alberta, qui est magnifique. Bref, je vais focus sur le Canada un peu avant que ce soit légalement et réellement correct d'aller ailleurs. Mais j'ai vraiment hâte de sortir de mon quotidien montréalais. J'adore le Québec, mais j'ai besoin d'un petit punch d'en face de culture. C'est ça. Great. Ben, merci beaucoup d'avoir été là ce midi. Merci à tous d'avoir été là. Je ne sais pas vous étiez combien, mais... On avait à peu près 240 personnes ce midi. Donc, on a eu une super conférence. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés de voir et de savoir comment tu faisais tes photos. C'était quoi aussi tes techniques en arrière de photographie de voyage. Parfait. Donc, merci infiniment. Puis, on peut peut-être le mentionner, qu'on prépare quand même d'autres présentations ensemble aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, les dates là, vont être annoncées sous peu. Sinon, vous pouvez aller aussi sur le site de Gosselin dans la section des cours et la sous-section webinaire. Donc, là-dessus, vous avez vraiment toute la liste des cours en ligne qui sont donnés à travers Zoom. Donc, les gens qui sont à distance, qui sont plus éloignés des magasins Gosselin, vous pouvez faire vos cours directement en ligne avec nous. Puis je sais que, juste pour finir, on avait peut-être parlé d'un workshop aussi. Je ne sais pas, avec le temps et le COVID, comment ça va évoluer, mais c'est sûr que j'aimerais donner des workshops aux gens de Gosselin à un moment donné. Fait que je vous le dis de même, puis quand ça donne, on vous en parlera plus en profondeur, mais ce serait le fun d'aller sur le terrain parce que c'est bon, tout, je vous dis plein de mots, plein de techniques, mais il n'y a rien de mieux que d'apprendre sur place ou de tester ou de pratiquer sur place. Fait que, à suivre. Bien, un gros merci encore. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bye bye.